Les hélicoptères de combat. Capables de décoller et d'atterrir en se passant d'une piste, les hélicoptères militaires transportent les troupes jusqu'aux premières lignes du front. Ils sont également capables d'emporter des armes puissantes et ils ont largement influencé l'aspect actuel de la guerre terrestre. Tous les hélicos ont cette capacité à décoller et à atterrir verticalement. Ils effectuent également des vols stationnaires, manœuvre impossible aux autres aéronefs militaires. Ils sont conçus pour des missions très différentes et très importantes. Qu'il s'agisse de transport de troupes, d'équipements ou de matériel, de vols à très basse altitude, de missions d'appui, de recherche et de sauvetage, de missions de ciblage, de désignation de cibles, d'attaque. Les hélicos effectuent toutes ces missions, transport simple, sauvetage au combat d'un pilote abattu, observation, destruction des blindés ennemis, avec un armement varié de mitrailleuses, de canons, de roquettes et de missiles guidés. Les hélicos militaires sont des acteurs déterminants et indispensables du champ de bataille moderne. Le Bell UH-1 est indissociable de l'histoire de la guerre du Vietnam, tant sa silhouette est intimement liée à l'image presque d'Épinal des opérations dans le sud-est asiatique. Le son émis par son rotor bipale est également typique. C'est en juillet 1960 que l'US Army décide de remplacer ses Bell 47. La Corée avait montré à quel point les hélicos pouvaient se rendre utiles. Plus de 2500 exemplaires de la première version UH-1B sont commandés et livrés lorsque la guerre du Vietnam débute. Rapidement, ce monomoteur de 1100 chevaux est épaulé par une version plus puissante et plus longue, permettant d'emporter plus de troupes. Car c'est avec le UH-1 que naît le concept d'aéromobilité qui permet aux troupes de gagner les zones de combat rapidement et d'être évacuées par le même biais en cas d'urgence. Le Bell UH-1 est capable de transporter de 12 à 15 soldats, ou bien plusieurs civières. Les hélicoupements ont rapidement été modifiés
pour pouvoir assurer leur autodéfense avec généralement des Browning 12-7 ou des M60 de 7,62 dans l'embrasure des portes. Certains ont même été dotés de bras d'emport, leur permettant d'être équipés de roquettes, de lance-grenades et de mitrailleuses minigun. Ainsi, en plus de leur rôle habituel et en l'absence de support aérien, les UA pouvaient, dans la mesure de leurs moyens, assurer des missions d'attaque au profit des troupes qu'ils venaient de déposer ou qu'ils devaient récupérer. C'est dans le rôle de MEDEVAC, Medical Evacuation, que le UA est devenu une légende, permettant à d'innombrables blessés au milieu de la jungle d'être rapatriés vers les centres de soins dans un laps de temps minimum, sauvant ainsi des milliers de vies. Fiable, solide, facile à entretenir, le UA a donc largement été exporté. Plus de 45 forces aériennes l'ont employé et la majorité l'exploite toujours. Il est sans aucun doute le plus répandu des hélicoptères militaires et sa carrière civile est également très importante.
Le UH-60 Black Hawk a fait son premier vol en 1974 lorsque l'US Army a estimé qu'il fallait trouver un successeur au Bell UA. Les ingénieurs de la Sikorsky Aircraft ont donc conçu le modèle S-70 pour répondre aux besoins des forces pour un hélicoptère puissant, maniable, doté d'une capacité de transport supérieure et surtout doté d'une cellule adaptée au combat, le blindage du Bell UA étant particulièrement pauvre. Côté performance, le UH-60 tient particulièrement bien ses promesses, puisqu'avec ses deux turbines de 1720 chevaux, il peut emporter une charge supérieure à 3,6 tonnes sous élingue. Son volume intérieur lui permet de transporter une quinzaine de soldats armés dans des conditions de sécurité renforcées.
Le Black Hawk est doté de systèmes de navigation et de pilotage lui permettant d'affronter des conditions météo bien difficiles. L'appareil se révèle particulièrement bien adapté à ces missions et plusieurs versions spéciales sont venues s'ajouter à une série déjà particulièrement prolifique. S'il conserve l'apparence du Black Hawk, le MH-60 Pave Hawk possède cependant de nombreuses différences liées aux particularités de ses missions. Le Pave Hawk est une version dédiée au soutien des opérations des forces spéciales et au CSAR, le sauvetage sur zone de combat. Il s'agit le plus souvent d'aller récupérer un pilote abattu en plein territoire ennemi, une mission dangereuse, généralement effectuée dans la plus grande discrétion, parfois de nuit, et qui nécessite donc que l'appareil utilisé possède des capacités tout temps, un système de navigation infaillible et de la plus grande précision, une autonomie conséquente, un armement de défense contre les troupes au sol et des contre-mesures électroniques lui permettant d'échapper aux tirs adverses, et bien sûr, la capacité à voler de jour comme de nuit. Le MH-60 Pave Hawk possède donc un radar, un système de navigation Doppler et GPS, un FLIR, c'est-à-dire une caméra infrarouge. Les instruments possèdent un éclairage compatible avec les lunettes de vision nocturne et bien sûr une perche de ravitaillement en vol. Indispensable, même si l'appareil possède déjà 2 réservoirs supplémentaires externes. L'appareil reçoit également une gamme de contre-mesures et de brouilleurs électroniques. Son autodéfense est assurée par des miniguns de 7,62 ou des mitrailleuses M60 dont les affûts se trouvent dans l'embrasure des fenêtres qui se trouve juste derrière le cockpit. 190 exemplaires ont été construits pour les forces américaines et il est entré en service juste avant la guerre du Golfe. Il a été utilisé opérationnellement dès les interventions en ex-Yougoslavie. La raison d'être du MH-53 est le soutien aux forces spéciales. Infiltration, exfiltration, sauvetage en zone de combat, le Stallion doit être capable d'effectuer ses missions de façon sûre et autonome. Dérivé du H-53, hélicoptère de transport lourd, son coût unitaire d'une quarantaine de millions de dollars et l'extrême spécialisation de sa mission font que seule une poignée de MH-53 est en service. Pour assurer la réussite des missions qui lui sont confiées, le MH-53 doit être aussi discret que le sont les forces spéciales. Il emporte une gamme complète d'avionique et de systèmes électroniques
en mesure de lui permettre de voler par tous les temps, de jour comme de nuit. Une caméra infrarouge FLIR et un radar de suivi de terrain permettent le vol de nuit et l'équipage peut être doté de jumelles à vision nocturne. Pour lui assurer l'autonomie nécessaire, il est doté d'une perche de ravitaillement en vol. Une poignée de KC-130 Hercule assure le soutien des opérations spéciales dans lesquelles le PEVLO est engagé. Le PEVLO est donc apte à voler au ras des arbres par tous les temps, ce qui lui permet d'amener les forces spéciales à pied d'œuvre ou de les récupérer, quelles que soient les circonstances. Le volume spacieux de son fuselage lui permet d'emporter jusqu'à 38 soldats équipés, qui peuvent très bien être largués en vol par la rampe de la soute en cas de troupes aéroportées. Pour assurer son autodéfense contre d'éventuelles troupes au sol, le MH-53 est blindé aux endroits stratégiques, lui permettant de résister aux projectiles de petit calibre, aux embrasures des portes latérales et dans l'ouverture de la rampe.
L'équipage peut mettre en service 3 mitrailleuses multitubes rotatives minigun de 7,62 dont la cadence de tir phénoménale permet de saturer une zone avec une très grande efficacité. Propulsé par deux turbomoteurs de 4000 chevaux, le MH53 peut voler à 265 km/h et conserve une maniabilité intéressante pour un appareil de ce gabarit. Avec le MH53, l'US Air Force dispose d'un appareil conçu spécifiquement pour les opérations spéciales et qui s'avère être une machine en tout point exceptionnelle. C'est au milieu des années 60 que l'US Army, embarqué dans ses combats au Vietnam et sous la menace d'une hypothétique conflagration avec le bloc de l'Est et ses forces blindées, s'est penché sur la définition d'un hélicoptère de combat. Le Bell AH-1 Cobra est en fait un UH-1 UA doté d'un nouveau fuselage biplace. Le pilote se trouve au poste arrière, tandis que le poste avant, doté d'une meilleure visibilité, est occupé par l'opérateur du système d'armes. L'hélicoptère est doté d'un canon de 20 mm et ses moignons d'ailes servent à accrocher des paniers de roquettes ou des missiles anti-chars.
Le AH-1G est un monoturbine. Il est engagé au combat au Vietnam. Après la guerre, les hélicoptères de ce type se voient équipés de missiles anti-chars TOW. Jusqu'en 1973, plus de 1100 exemplaires ont été construits et ont subi de nombreuses améliorations par la suite. Dans les années 70, les premières versions du Cobra ont montré leur qualité, mais aussi leurs limites. Le AH-1W Super Cobra est une des versions les plus avancées. Elle était conçue pour les corps de troupes de marine et pour l'aviation iranienne avant la révolution islamique. Le Super Cobra est un hélicoptère doté de 2 turbines de 1625 chevaux. Un peu alourdi par plusieurs nouveaux systèmes, cette seconde turbine fait du Cobra un hélicoptère plus sûr et surtout particulièrement puissant. Cette seconde turbine est en fait indispensable, car l'appareil est susceptible d'opérer au-dessus de la mer, là où un monomoteur est en danger au moindre pépin mécanique. Il en est de même au-dessus d'une zone de combat. Avec un hélicoptère bimoteur, les marines se dotent d'un hélicoptère plus adapté à leur mission. Le H-1W reçoit des capacités tout temps et voit son armement renforcé par le missile Hellfire, particulièrement redoutable. Il est engagé au combat lors de Desert Storm et au cours d'un combat près de la base irakienne d'Al-Jaber au Koweït, les Cobras des marines détruisent plus de 60 chars ennemis. Le AH-1F est une évolution du AH-1G d'un poids d'environ 5 tonnes. Il peut emporter 8 missiles anti-chars TOW et un canon de 20 ou de 30 mm. Il peut atteindre 290 km/h en vitesse de pointe et il a été exporté dans plusieurs pays. Le UA Cobra est aujourd'hui une machine vieillissante. Peu à peu, ses différents utilisateurs mettent à la retraite ces appareils qui accusent de nombreuses heures de vol. Avec ses deux grands rotors, le CH-47 a une silhouette particulièrement bien reconnaissable. Cette configuration permet cependant à l'hélicoptère de se passer du rotor anti-couple, puisque les deux rotors du Chinook tournent en sens inverse. Ceci permet de dégager à l'arrière du fuselage massif une rampe d'accès.
Le Chinook fait son premier vol en 1961 et les premiers exemplaires sont livrés l'année suivante. C'est un hélicoptère de transport lourd avec un poids maximal au décollage de 22 tonnes. Il peut cependant soulever une charge utile de 10 tonnes grâce à ses deux moteurs turbines de 3750 chevaux chaque. Ses capacités intérieures lui permettent de transporter 55 soldats équipés ou 24 civières. Mais outre ses capacités en soute, le Chinook possède plusieurs points d'emport sous le fuselage, lui permettant de soulever les charges les plus lourdes sous élingue. Ainsi, le Chinook peut aérotransporter des véhicules, des pièces d'artillerie et même servir à récupérer les épaves d'autres hélicoptères tombés au combat, comme cela a été souvent le cas au Vietnam, où il était très largement engagé. Le fuselage du Chinook est également étanche, lui donnant des capacités réduites d'amérissage. Outre le Vietnam, le Chinook a été engagé dans tous les conflits contemporains. Et puisqu'il a été largement exporté, il a même été présent dans les deux camps lors de la guerre des Malouines. Le Chinook a donné naissance également au MH-47, conçu pour les opérations spéciales, armé de mitrailleuses en sabord et doté d'une perche de ravitaillement en vol. Pendant les 2 dernières décennies de la guerre froide, le Mi-24 a été la hantise de tous les équipages de chars des forces occidentales. Mise en service au début des années 70, le Mi-24, dans ses premières versions, se présente comme un appareil de transport de troupes, blindé et armé seulement pour son autoprotection. En effet, il possède une cabine pouvant accueillir 8 soldats
accessible par des portes coulissantes. Très rapidement, l'appareil se fait remarquer en obtenant le record de vitesse pour un hélicoptère avec 318 km/h, ses 2 turbines Klimov de 2200 chevaux permettant de tirer profit d'une aérodynamique efficace. Au fur et à mesure de ses évolutions, le Hind est devenu un hélicoptère de combat proprement parlé, équipé pour affronter les pires situations de combat. Ses ailes lui permettent d'emporter aussi bien des roquettes que des missiles anti-chars et même des bombes classiques. Sous son nez, un canon de 23 ou de 30 mm lui permet d'assurer des combats rapprochés. Sa principale mission est la lutte anti-char. Efficace et solide, le Mi-24 a été exporté dans plus de 30 nations et a connu le combat à de nombreuses reprises. Ce fut notamment le cas lors de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, puis pendant la guerre du Golfe en 1991. Mais c'est en Afghanistan entre 1979 et 1989 qu'il est devenu emblématique. Ennemi juré des Moudjahidines, le Mi-24 est devenu la cible des missiles Stinger
livrés par les Américains. Le 1000 Mi-24 est aujourd'hui une machine vieillissante, mais qui possède encore de grandes capacités au combat. L'expérience du combat rencontré par les USA dans le sud-est asiatique a été largement observée par les stratèges de tous les continents. La formule initiée par le Cobra a été largement reprise sur les hélicos de combat de la nouvelle génération. Le premier d'entre eux a été conçu par la société Agusta, entreprise italienne déjà dépositaire de la licence de production du Bell UA pour les marchés européens. Pour autant, le Mangusta n'est pas une copie du Cobra, mais bien un appareil original conçu à la demande de l'aviation italienne. Il s'agit d'un hélicoptère de combat léger biplace dont le pilote se trouve dans le poste arrière et l'opérateur du système d'armes dans le poste avant.
Doté de capacités tout temps, le Mangusta est équipé d'un armement varié et efficace, avec en particulier les missiles TOW ou Hellfire, des missiles RR Stinger ou Mistral pour son autoprotection. L'appareil est instrumenté pour être compatible avec des lunettes de vision nocturne et permet l'emploi de viseurs de casque. Le prototype du Mangusta a fait son premier vol en 1983 et il est entré en service en 1990. La production a été arrêtée très rapidement après seulement une soixantaine d'exemplaires, construits uniquement pour l'armée italienne. Le PAH-2 est aujourd'hui le plus avancé des hélicoptères de combat. Il est produit par Eurocopter, un groupe composé de la division hélicoptère de ADS Aérospatiale et d'ASA Allemagne. Aujourd'hui, Eurocopter est devenu le leader mondial sur le marché des voilures tournants. Le Tigre est né d'une volonté commune des armées françaises et allemandes de disposer d'un hélicoptère de combat multirôle capable d'assurer des missions d'appui et des missions anti-chars. La mission anti-char était primordiale à l'époque de la définition du projet. La guerre froide n'était pas encore finie et les forces blindées soviétiques étaient un véritable épouvantail pour l'Europe. La version PAH-2 est un hélicoptère d'escorte et de combat rapproché. Il est armé d'un canon de 30 mm dans une tourelle sous le nez, de roquettes et de missiles RR légers comme le Stinger ou le Mistral. Il était conçu autour de principes opérationnels simples. Être faiblement détectable, aussi bien par les moyens visuels radar ou infrarouge, posséder des capacités importantes de survie au combat, ce qui passe par le blindage et les systèmes de soutien électronique et les brouilleurs, et également être d'une simplicité d'emploi et d'une maintenance rationnelle. L'aviation légère de l'armée de terre et l'aviation de l'armée allemande ont ouvert une école commune sur la base du Luc en Provence pour former les équipages des deux armes et les premiers appareils ont été livrés à leurs unités respectives. Puissant et performant, le Tigre est également doté d'une maniabilité phénoménale et d'un système d'armes à la pointe du progrès.
Tant que le régime de l'apartheid était en vigueur en Afrique du Sud, ce pays était sous embargo en ce qui concerne les matériels militaires. L'Afrique du Sud a quand même réussi à se fournir en Mirage et en hélicoptère Puma auprès de la France. Bien que peu menacée par des forces blindées, l'Afrique du Sud était largement engagée dans de violents combats en Angola. L'idée d'un hélicoptère de combat adapté à la lutte anti-guérilla a rapidement fait son chemin, les troupes sud-africaines ayant eu besoin de soutien aérien à plusieurs reprises. Le CH-2 a été développé en partant de la technologie d'un Puma. Il est doté de 2 turbines Malika de 1845 chevaux. Plus qu'un hélicoptère anti-char, le CSH-2 est un appareil destiné à soutenir les troupes au sol engagées au combat. Son armement comporte donc un canon de 20 mm alimenté par 1600 obus, des roquettes non guidées et des missiles air-air Mistral, lui permettant de se protéger des avions de chasse adverses ou d'affronter des hélicos ennemis. Il peut cependant être doté de missiles anti-chars ZT-6 développés localement et disponibles en guidage laser ou par ondes millimétriques. Comme tous les hélicos de cette catégorie, l'équipage est de 2 hommes avec le poste avant dédié à l'opérateur du système d'armes. Le CSH-2 est une machine plus lourde que le Tigre ou le Cobra par exemple. C'est un appareil qui se rapproche plus du concept de l'Apache américain.
Entre la guerre du Vietnam et la fin de la guerre froide, les États-Unis ont eu besoin d'élaborer un successeur au Cobra, machine efficace mais somme toute limitée. Une compétition s'est alors engagée entre Hughes Aircraft, à l'époque, aujourd'hui Boeing, et Lockheed pour un hélicoptère d'attaque et anti-char de la nouvelle génération. Même si le projet Cheyenne de Lockheed était le plus prometteur, le rationalisme de l'hélicoptère Hughes lui a permis de remporter le marché. Conçu autour d'un cockpit blindé biplace et organisé comme tous les cockpits des machines de cette catégorie, avec le pilote à l'arrière et l'opérateur du système d'armes à l'avant, l'Apache se distingue par une allure massive et très agressive. Ces deux turbines sont disposées de part et d'autre du moyeu du rotor et leur échappement est protégé par un brouilleur infrarouge, évitant aux missiles guidés par la chaleur de se diriger vers ce point sensible. Les deux turbines développent 1770 chevaux chaque et permettent à la machine, qui pèse un peu plus de 5 tonnes, d'atteindre une vitesse proche de 300 km/h. Son armement est composé d'un canon chain gun de 30 mm et en général de 2 paniers de roquettes Hydra, de 4 missiles Air Stinger et de 8 missiles anti-char Hellfire. Ces missiles sont à guidage laser. Ils peuvent être employés contre une cible acquise par l'Apache lanceur ou bien par un autre hélicoptère et même des troupes au sol dotées d'un désignateur. Ces missiles sont compacts mais dotés d'une grande puissance et peuvent mettre hors de combat n'importe quel blindé.
Le système d'arme comprend un système de désignation de cible mobile situé sur le nez de l'appareil. Il comprend un système de visualisation optique, un système FLIR de visualisation infrarouge pour le vol et le combat de nuit, et un désignateur télémètre laser. L'Apache a été engagé au combat lors des opérations au Panama, mais c'est en 1991 que son efficacité éclate au grand jour, l'appareil décimant littéralement les forces blindées irakiennes. Bien que très onéreux, l'Apache a été exporté dans une douzaine de pays, dont Israël, où il a été engagé à de nombreuses reprises au combat, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Bien que le H-64 Apache donne entière satisfaction, il est toujours possible d'en améliorer les capacités. Un programme d'amélioration est lancé au milieu des années 80 en vue d'équiper l'Apache d'un nouveau cockpit équipé d'écrans EFIS en lieu et place de l'instrumentation traditionnelle à base de cadran à aiguille. Ce nouveau système est également compatible avec une visualisation intégrée au nouveau casque dont l'US Army va doter ses équipages. Mais la modification la plus visible est le radar de combat AWWS monté sur un mât au-dessus du rotor. Ce radar, qui pèse une centaine de kilos, utilise un système d'ondes millimétriques qui lui permet d'effectuer les tâches habituelles d'un radar classique et permettent à l'équipage de disposer des données recueillies sur leurs écrans.
Parmi ces fonctions figurent la reconnaissance et l'identification des cibles, ciblage en mode air-air ou air-sol et un mode limité de repérage de terrain. Et ce radar développé par Westinghouse comporte un système de détection et de tir. Ce système est directement conçu pour la toute nouvelle version du missile Hellfire à guidage radar. Ainsi, l'Apache identifie sa cible, transmet ses coordonnées au missile qui, une fois tiré, prend le relais sur son propre radar, permettant ainsi à l'équipage de l'Apache de se consacrer à d'autres cibles dans le même temps ou de s'éclipser. Le radar monté sur le rotor permet également à l'Apache de se dissimuler derrière un rideau d'armes pour œuvrer en toute discrétion, sans que sa silhouette se détache sur le ciel. Technique de camouflage en utilisant les avantages du relief bien connus de tous les hélicoptères en vol tactique. L'Apache Longbow est actuellement l'hélicoptère d'attaque dont l'avionique de combat est la plus développée. C'est une arme qui compte dans l'inventaire actuel de l'US Army, engagée à de nombreuses reprises au combat.